Bonjour Yann Lebris. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez réuni vendredi au Palais de justice de Mamoudzou tous les acteurs de la chaîne pénale et judiciaire de Mayotte pour la traditionnelle audience de rentrée. Qu'est-ce qu'il faut retenir, monsieur le procureur, de l'activité du tribunal en 2022 ? Alors, merci d'abord pour votre invitation. S'agissant de l'activité du tribunal, il faut retenir plusieurs choses. Alors, je vais parler essentiellement du volet pénal, le volet civil ayant été décrit par la présidente du tribunal, que vous pourrez inviter si vous le souhaitez. S'agissant du volet pénal, moi, ce que j'ai retenu, d'abord, c'est une activité soutenue des services de police et de gendarmerie au cours de l'année, qui s'est traduit par une augmentation des actes de délinquance d'environ 13 à 14%. On est sur une trajectoire malheureusement continue depuis 4 ou 5 ans d'augmentation de la délinquance. Si on fait une moyenne sur les 4 dernières années, on doit être sur entre 7 et 9% en le lissant sur 4 ans par an d'augmentation des actes de délinquance. Alors c'est beaucoup. C'est beaucoup trop, ce qui nous oblige les uns et les autres à beaucoup d'humilité lorsqu'on parle de chiffres. Il n'y a rien de glorieux sur le territoire à faire ce constat que la délinquance augmente. Alors, dans le même temps, on peut aussi, à travers des statistiques, on peut leur faire dire tout ce qu'on veut. Le chiffre est brut. Cette année, c'est plus 13%. Voilà. L'an passé, c'était plus 6%. On peut voir les choses aussi de manière un peu différente. Considérer que s'il y a plus aujourd'hui de plaintes, plus d'affaires dont la police est saisie, ça s'explique d'abord parce qu'il y a une augmentation constante de la population. Et comme la population augmente, il y a forcément plus de chiffres. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'il y a une activité qui est plus soutenue des services de police et de gendarmerie. Et ça se voit à travers un indicateur qu'on appelle les IRAS, c'est-à-dire les enquêtes d'initiative de la part des services de police et de gendarmerie, qui étaient un taux très faible. Et depuis maintenant 2 ans, on voit que les services de police non seulement traitent les plaintes, mais en plus vont chercher des infractions. Et ça, c'est en augmentation très importante de 10, 15, 20% selon les zones, ce qui montre que les services de police ne se contentent pas d'attendre la plainte. Et ça explique en partie seulement l'augmentation des actes de délinquance. Alors cette augmentation des actes de délinquance, elle se couple avec une meilleure activité et un meilleur résultat des services de police et de gendarmerie que je salue aujourd'hui. Il faut savoir par exemple que c'est sur l'année 2022 en zone police, le taux d'élucidation est exceptionnel, il était de 80%. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un va déposer plainte, dans 80% des cas, l'auteur est identifié. Ça conduit aussi à ce que les gens aient davantage confiance, donc déposent plainte. Exactement. Et de la même manière, les circuits de signalement se sont améliorés. En 2019, de mémoire, le CHM, qui est un des principaux pourvoyeurs de signalement en termes de violence, faisait entre 300 et 400 signalements au service de police et de gendarmerie et à l'autorité judiciaire. Au titre de l'année 2022, c'est 1400 signalements. Ça veut dire qu'aussi au sein du CHM, il y a une prise de conscience et des process qui sont mis en œuvre pour améliorer le signalement. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc la délinquance, peut-être qu'elle existait déjà, mais qu'elle était moins visible parce que les gens déposaient beaucoup moins de plaintes. On le voit aussi par exemple sur les violences conjugales, où le nombre de plaintes en termes de violences conjugales a augmenté en 2 ans de 320%. C'est un travail de fond qui est là encore lié à l'activité des services de police et de gendarmerie qui maintenant prennent toutes les plaintes et les traitent. C'est lié au CHM, c'est lié aussi au travail des associations sur le terrain qui accompagnent aujourd'hui les femmes pour qu'elles aillent déposer plainte. Donc vous voyez, ces chiffres d'augmentation de la délinquance, il faut les prendre avec un peu de recul. Ouais. Voilà. Alors, néanmoins, il y a un chiffre qui, moi, m'a frappé dans ce que vous avez annoncé vendredi. Vous avez dit qu'en zone police, 31% des mises en cause sont des mineurs et 21% des mises en cause sont mineurs en zone gendarmerie. Ça veut dire que quasiment un peu plus de 1 sur 3 des délinquants en zone police, c'est-à-dire Mamoudzou, c'est des mineurs. Oui, on est sur un chiffre qui est globalement stable, un petit peu à la baisse par rapport à l'an passé.
en gros, sur le ressort, c'est un quart des actes de délinquance qui sont commis par des mineurs. Là encore, il faut rapporter ce chiffre à la structuration de la population. Vous avez plus de la moitié de la population à Mayotte qui a moins de 17 ans. Forcément, voilà. Il y a une forme de logique quelque part. Et partout, les plus jeunes commettent plus d'actes de délinquance que les personnes les plus âgées. Voilà. Alors, vous avez expliqué aussi que le taux de réponse pénale qui était apporté aux dossiers présentés, c'est-à-dire les dossiers sont finalisés par la police et la gendarmerie et amenés jusqu'à votre bureau, avait augmenté. Aujourd'hui, c'est 97% et c'était 81% l'année dernière. Ça veut dire, pour nos téléspectateurs, ça veut dire que quand un dossier arrive sur votre bureau, il est jugé. Ça veut dire qu'il y a une réponse pénale. C'est quoi une réponse pénale? Alors, une réponse pénale, c'est quelque chose de très variable. L'évolution, elle est quand même notable, hein, puisque en 2020, c'était 67%. 2022, 97%, c'est-à-dire qu'on a augmenté de 30% le taux de réponse pénale. On ne peut pas aller au-delà. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un auteur identifié, et on a des taux d'élucidation qui sont importants, je l'ai rappelé, il y a une réponse pénale. Alors cette réponse pénale, elle est variable. Ça peut être pour des faits les moins graves, ça peut être une composition pénale, par exemple, avec une amende qui est payée, ou une poursuite devant le tribunal où on peut avoir des condamnations à des travaux d'intérêt généraux ou à des peines d'emprisonnement. Alors vous avez aussi expliqué que l'une des difficultés qui était celle de toute la chaîne de justice, c'est la surpopulation carcérale. On frôle chaque jour à Magicavo aujourd'hui les 200% de surpopulation carcérale. Est-ce à dire que la justice va moins incarcérer en 2023 ? Alors, là encore, il faut reprendre les chiffres. Ouais. 2020, 120% de taux d'occupation. 2021, 160%. 2022, 200% de taux d'occupation. Dans le même... Donc, il y a un problème. Il y a un problème de surpopulation carcérale, mais on peut aussi constater que l'activité judiciaire fonctionne, que les peines sont prononcées. Et que le sentiment d'impunité que pouvait avoir un certain nombre de personnes, aujourd'hui, il tend à se restreindre, puisque on a augmenté de 80% le nombre de condamnations effectivement mises à exécution et qui donnent lieu à des incarcérations. Donc on peut voir ce chiffre de manière extrêmement négative tout de suite en disant il y a trop de monde en prison. On peut aussi, d'un autre côté, se servir de ce chiffre comme d'un marqueur d'une réalité de l'activité pénale et des sanctions prononcées. Alors moi, je ne voulais pas dire qu'il y avait trop de gens en prison. Si les gens sont condamnés à aller en prison, c'est qu'ils ont commis les faits qui le justifient. C'est juste que 200% de surpopulation carcérale, ça pose un problème à l'institution parce qu'il y a des conditions de détention qui sont quand même mauvaises et c'est difficile. Les syndicats pénitentiaires parlent de 5 à 6 personnes par cellule de 9 mètres carrés. C'est quand même compliqué. Oui, je l'entends. L'administration pénitentiaire met aussi tout en œuvre pour que les conditions d'hébergement des détenus soient la moins mauvaise possible, met tout en œuvre pour que toutes les semaines des détenus partent, notamment à La Réunion et sur les peines les plus longues en métropole. On accélère aussi le rythme des condamnations, des audiences de cour d'assises pour qu'il y ait le moins de prévenus possible et le plus de condamnés, puisque les condamnés pourront plus facilement partir en métropole. Et là, aujourd'hui, on est sur un rythme de 8 à 9 sessions d'assises par an, quand on en avait 3 il y a encore quelques années, pour permettre justement des condamnations effectives et des départs de ces personnes pour qu'elles puissent libérer des places. Il y a aussi une annonce qui a été faite par le ministre de la Justice lors de son dernier passage, qui est une annonce de construction et de création de maisons d'arrêt, dont le projet avance. Le terrain a été trouvé ? Alors, c'est à l'administration pénitentiaire de vous répondre. En tout cas, le projet avance. Moi, en tout cas, je l'ai rappelé à l'occasion de mon discours de rentrée solennelle, je ne changerai pas de politique pénale. Voilà. Donc on incarcère autant que faire se peut. Pas autant que faire se peut, parce que la détention, je l'ai dit aussi dans mon discours de rentrée, n'est pas en soi la finalité de l'action judiciaire.
Moi, je préférerais que la prison soit vide, que personne soit incarcéré. Ça voudrait dire qu'il n'y a plus de délinquance. Malheureusement, le constat, il est là. On ne va pas mentir à la population. Il y a des actes de délinquance qui existent, qui augmentent, des faits graves. Et je ne vois pas aujourd'hui, pour un certain nombre de faits, d'autres alternatives que l'incarcération. Voilà. Le jour où il n'y aura plus de délinquance à Mayotte, je pourrais tenir un autre discours. Aujourd'hui, la prison n'est pas la seule réponse. On développe aussi les alternatives. Mais je ne veux pas vous dire aujourd'hui que parce qu'il y a de la surpopulation carcérale, on va arrêter de poursuivre des gens et ceux qui commettent les plus graves n'iront pas en prison. C'est faux. Voilà. Alors, vous avez aussi parlé vendredi du sous-effectif et de cette brigade de 6 magistrats, 3 greffiers qui est arrivée là et qui va renforcer l'équipe. Vous avez dit qu'il y avait de quoi les occuper avec un trait d'humour, et effectivement, on le constate. Ce sont des magistrats plus expérimentés que ceux que l'on a d'habitude. Ils vont certes gérer des dossiers, mais ils vont aussi former nos plus jeunes magistrats affectés. Alors, ils vont les accompagner, les former. Je crois qu'on a la chance, en tout cas moi j'ai la chance au parquet d'avoir une équipe de magistrats certes jeunes mais dynamiques, compétents et en qui j'ai toute confiance. Et je n'envisage pas l'arrivée des 2 renforts supplémentaires que j'ai au parquet comme des formateurs. Je les envisage comme 2 nouveaux collègues qui inscrivent leur action dans celle du parquet, au même titre que les plus jeunes qui sont ici, et, je le redis, en qui j'ai toute confiance. L'expérience qui est menée est une expérience originale. Nous avons, avec la Guyane, le point commun d'être 2 territoires peu attractifs, pour différentes raisons. On ne va pas y revenir aujourd'hui. L'an passé, le parquet de Mamoudzou, qui était théoriquement un parquet avec 6 effectifs de magistrats, a tourné en moyenne à 3, parfois 2 personnels sur parfois des séquences de 3, 4, 5 mois. C'est un peu compliqué. Ce qui est faible par rapport au nombre de dossiers traités, finalement. Ah, ce qui est très faible. C'est vraiment beaucoup de travail. Ce qui est très faible parce qu'on a des audiences quasiment tous les jours, plus la permanence. Bien sûr. Plus les partenariats à développer. On a donc été en difficulté. Et ces difficultés ont été compensées en grande part par l'action de la Cour d'appel de Saint-Denis, qui nous a mis à disposition, qui a délégué un certain nombre de magistrats qui nous ont permis de fonctionner. Mais on attend des personnels qui ne soient pas là pour 3-4 mois, mais des personnels qui inscrivent leur action sur des durées plus longues. L'idéal, c'est des collègues qui demanderaient leur mutation. Or, ces collègues sont pour le moment un peu réticents à venir. Et le problème est le même en Guyane. Donc, le dispositif qui a été mis en place, c'est de permettre à des magistrats qui sont déjà aguerris, qui sont déjà en fonction en métropole, de venir sur des périodes de 6 mois à Mayotte, au siège ou au parquet, et à l'issue de cette période de 6 mois, retourner dans leur juridiction d'origine. Ils peuvent aussi découvrir Mayotte, bien sûr, et choisir de rester. Et choisir de rester. Donc c'est quelque chose de positif. Je pense que tout le monde y gagne. Sauf peut-être les juridictions de départ qui voient leurs collègues partir. Chacun son problème. Hein. On a débuté ce dispositif cette année. Un bilan sera fait à l'issue des 6 mois pour savoir s'il faut le pérenniser et surtout l'étendre peut-être dans d'autres juridictions. Un point sur le greffe, parce que... il n'y a pas de jugement sans greffier, vous l'avez déjà expliqué. Sans greffier, oui. Et donc à partir du mois de mars, vont venir également des greffiers en soutien des magistrats qui vont venir. Comme suivant le même principe, pour 6 mois. Exactement. Alors, pour les greffiers, c'est 3 mois, éventuellement renouvelables. L'intérêt de leur présence, c'est non seulement d'être dans l'action au quotidien, mais ça va me permettre aussi, moi, de créer des audiences, de juger encore plus vite et peut-être même de créer des audiences à thème. C'est ce qui est prévu. C'est quoi une audience à thème ? Eh bien, c'est une audience où on ne va juger qu'un seul type de dossier. D'accord. Donc des caillassages Pas du tout. Là, j'ai prévu des audiences sur ce que j'appellerais des audiences col blanc.
Ah, c'était ma question suivante. Vous me tendez la perche, je vous remercie. C'est un sujet qui tient à cœur de la population mahoraise. C'est la délinquance en col blanc et notamment celle qui pourrait être commise par certains élus ou responsables politiques et administratifs dans les responsabilités qui sont les leurs. Un procès retentissant, celui de l'ancien maire de Chirongui, qui a été destitué à l'issue de son procès et du jugement. Les prochains les prochains procès, on en est où de cette délinquance mise en col blanc? Parce qu'on a entendu beaucoup de choses, mais on a l'impression là qu'il ne se passe plus grand-chose. Rassurez-vous, il se passe plein de choses. Alors d'abord, je le rappelle, il y a une présomption d'innocence qui existe jusqu'à ce que les personnes soient condamnées. Je reçois, je ne vais pas dire quotidiennement, mais presque, des signalements qui émanent soit de particuliers, soit même parfois de fonctionnaires de collectivités locales et qui dénoncent des comportements qu'ils jugent anormaux de la part d'un certain nombre de personnes. Tous les signalements, je dis bien tous, donnent lieu à transmission aux services de police et de gendarmerie pour enquête. Tous. Voilà. Ces derniers ont une activité soutenue et doivent prioriser un certain nombre d'enquêtes. Dès que l'affaire est un peu complexe, il y a une saisine qui est faite du parquet national financier, qui est venu à plusieurs reprises et qui établit, qui fait des procédures aujourd'hui qui sont un peu plus longues, un peu plus étoffées, mais qui donneront lieu certainement à des poursuites. Il y a un temps judiciaire qui n'est pas forcément, notamment pour les gros dossiers du PNF, le temps du commun des mortels pour lequel il faut que les choses aillent très très vite. Oui. Mais ça sort toujours. Et puis il y a les faits les plus simples qui donnent lieu à des poursuites. Il y a des poursuites qui sont engagées aujourd'hui, qui vont donner lieu à quelques procès dans les semaines ou les mois à venir, avec des citations des COPJ qui sont délivrées. Il y a une présomption d'innocence que je dois préserver, mais comme vous êtes une habituée de l'audience, vous serez avisé et vous viendrez et vous pourrez en faire le détail. Mais je tiens à dire que tous les élus ne sont pas des personnes qui détournent de l'argent public. On est bien d'accord. Il faut le rappeler. Oui, mais c'est important de le dire parce que moi, je travaille au quotidien avec un certain nombre de maires, un certain nombre de responsables de collectivités territoriales qui sont eux-mêmes agacés de l'image que certains d'entre eux peuvent renvoyer de toute la classe politique mahoraise qui essaye, pour la majorité d'entre elles, d'améliorer la situation et travaille d'arrache-pied pour le développement de cette île. Moi, je tiens à les saluer aussi. Il faut être dans une forme d'équilibre. Et quand je parle de délinquance au col blanc, c'est pas forcément les élus. On a aussi une délinquance forte d'un certain nombre de chefs d'entreprise qui ne payent pas leurs charges sociales, qui détournent de l'argent public, notamment des aides qui ont été versées pour le Covid par la collectivité dans des objectifs qui sont de soutien et de pérennisation de l'activité et qui utilisent cet argent pour faire n'importe quoi. Et parfois, ils n'avaient pas le droit d'obtenir ces sommes. Ils les ont obtenues indûment. Avec le DRFIP, le directeur régional des finances publiques, nous avons identifié plusieurs centaines d'entreprises qui sont concernées par ce type de fraude. La gendarmerie et la police ont créé de chacune de leur côté des cellules d'investigation pour ce type de fraude, oui. Et des COPJ, c'est-à-dire des convocations en justice, vont commencer à être délivrées au mois de mars, et plusieurs centaines d'entreprises et de chefs d'entreprise vont être jugés en mars, avril, mai, juin, justement par ces brigades qui viennent. La délinquance en col blanc, je le redis, faisait partie de nos axes prioritaires. Elle continuera à l'être en 2023 et j'espère que 2023 sera justement l'année des jugements. Merci beaucoup, monsieur le procureur. Vous revenez bientôt ? Comme vous le souhaitez. Voilà. C'est la fin de ce temps de parole, tout de suite à la suite de nos programmes.